Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Merci de répondre à mes questions de confiance ce matin. Questions de confiance, vous le savez, les 15 derniers jours, avoir toutes les clés pour faire son choix, 12 jours maintenant avant le premier tour des élections. Vous êtes professeur d'économie-gestion à Aubervilliers, vous êtes porte-parole de Force ouvrière pour de lutte ouvrière évidemment, et pour la troisième fois, Nathalie Arthaud, vous êtes candidate à l'élection présidentielle, troisième fois donc. En 2012, vous aviez fait 0,56% des voix, en 2017 0,64% des voix. Et vous y retournez? Oui, avec toujours autant de conviction et même de sentiment d'urgence, j'ai envie de dire. Mais vous avez vraiment envie d'être présidente de la République? J'ai envie de changer cette société de fond en comble. Je pense que la société capitaliste nous condamne non seulement à l'exploitation, au bas salaire, à la crise climatique, mais aussi aux guerres. Voilà, c'est la guerre, elle se rapproche, on a les deux pieds dedans, je pense, et que oui, ça devient urgent de se dire que cette société-là, il faut la changer, et j'espère que tous ceux qui en sont convaincus, qui ont envie de l'affirmer, eh bien, ils se regrouperont derrière le vote pour ma candidature. Alors on va évidemment rentrer dans les détails d'ailleurs de ce que vous venez de dire. Vous dites on a déjà les deux pieds dans la guerre, et vous dites même que c'est cette société dans laquelle on vit qui nous aurait conduit à la guerre. Mais je voudrais qu'on commence par la question du pouvoir d'achat, parce que pouvoir d'achat, santé, sécurité, c'est vraiment les trois questions qui comptent aujourd'hui pour les Français. Les prix de l'essence, ils explosent à nouveau, et il y aura ces 18 centimes de ristourne que nous promet donc le gouvernement. Ce sera officiellement à partir de vendredi. C'est une bonne mesure? C'est dérisoire. C'est dérisoire face aux problèmes qui se posent aujourd'hui à de très très nombreux femmes et d'hommes qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie. Écoutez, quand on en est à devoir choisir entre manger, se chauffer, quand on en est même à se dire mais comment je vais faire le plein de mon réservoir pour repartir au boulot, c'est que là la situation elle est catastrophique. Mais c'est quand même mieux que rien, non? Vous auriez d'autres solutions, vous? Moi je pense que de toute façon ça fait trop d'années que les salaires sont bloqués à un niveau trop bas. Donc il faut déjà une véritable augmentation de salaire. Une véritable, pas des miettes, 300, 400, 500 euros d'augmentation de salaire, de pension de retraite aussi, parce que tout ça est lié, et il faut les indexer sur les prix. Donc c'est pas les prix que vous baissez, c'est les salaires que vous augmentez. Oui, alors les prix, écoutez, moi, tant qu'on ne peut pas, si vous voulez, empêcher de nuire tous ces spéculateurs qui font aujourd'hui flamber les prix, parce qu'il y a évidemment, pour l'essentiel, de la spéculation dans tout ça. Tant qu'on n'est pas en mesure de faire ça, eh bien moi je pense qu'il faut que les salariés, les retraités se disent, il y a une... Voilà, et cette conviction que nous n'avons pas à nous appauvrir dans cette société. Donc il faut qu'on sauvegarde nos salaires, ce qui nous permet de vivre, tout simplement. J'ai bien compris que vous alliez jouer plutôt sur les salaires, mais je voudrais vous reposer la question très clairement. Vous ne bloqueriez pas les prix? Mais comment bloquer les prix? Bloquer les prix de qui d'ailleurs? Du petit commerçant? À quel niveau? À quel niveau? Vous savez, bloquer les prix, ça veut dire contrôler la société. Moi, je suis pour que les travailleurs contrôlent la société. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de problème. Mais ça nécessitera des luttes puissantes, une organisation, une réorganisation même de toute la société. Vous avez dit empêcher de nuire. Mais tant que ce n'est pas le cas, en effet, il faut que nous nous protégions. Et nous, la seule façon de nous protéger dans nos conditions d'existence, c'est de nous battre. De nous battre sur nos salaires, nos pensions de retraite, et de faire en sorte qu'ils augmentent. À chaque fois qu'on voit justement la valse des étiquettes, pas en attendant 12 mois, mais mois après mois s'il le faut, et s'il le faut, semaine après semaine. Voilà, l'indexation des salaires sur les prix. Je voudrais revenir sur plusieurs choses que vous avez dit. Vous avez parlé de empêcher de nuire les puissants qui contrôlent ces entreprises. Vous feriez comment si vous aviez les moyens de les empêcher de nuire? Ça veut dire quoi, empêcher de nuire? Moi, je pense qu'on rentre dans une période... grave, très grave, où cette guerre, d'ailleurs, on ne sait pas où elle va s'arrêter, et elle a déjà des conséquences économiques très très importantes. Elle va en avoir sur nous aussi. Là, on le voit avec la flambée d'ailleurs du prix de l'essence, et toutes les guerres sont ainsi. C'est toujours l'occasion pour les spéculateurs, justement, de faire flamber des prix, de provoquer des pénuries, des rationnements, etc., etc. Et si je vous écoute, c'est comme s'ils le faisaient volontairement, sciemment. Ah, mais oui, alors... Toutes les guerres, vous savez, c'est aussi des formidables entreprises commerciales pour un certain nombre. Beaucoup en profitent des guerres. En général, elles sont faites avec la peau des petites gens, avec la peau des ouvriers, des chômeurs, des pauvres en fait. Et puis un certain nombre en tirent les marrons du feu. Donc dans cette situation-là exceptionnelle, il faut se dire que oui, on devrait absolument empêcher de nuire tous ces profiteurs de guerre. Alors vous faites comment? La solution, non, ça serait l'expropriation. L'expropriation, et qu'on fasse la transparence totale, mais qu'on sache. C'est pas juste une nationalisation, c'est une expropriation. Une expropriation. Et vous savez, en fait,
Je pense que beaucoup de secteurs devraient fonctionner en étant collectifs et en servant d'abord la population. Aujourd'hui, la plupart des grandes multinationales, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour l'alimentaire, c'est vrai pour la santé aussi, ne fonctionnent pas pour être au service de la population, pour répondre à leurs besoins. Moi, j'étais frappée, écoutez, par les brevets qui ont été mis sur les vaccins anti-Covid, qui en disent long quand même de l'état de cette société capitaliste. C'est-à-dire que les profits passent avant la vie humaine. Et c'est vrai pour tout. Donc moi, je pense que justement, c'est cela qu'on doit combattre et que l'on peut combattre si, en effet, on exproprie ces entreprises et qu'on les fait marcher pour expropriation. Vous avez parlé aussi, quand je vous ai interrogé sur le blocage des prix, vous avez dit oui, mais alors, si on commence à bloquer les prix, on bloque les prix de qui? Des petits commerçants, des grands commerçants? Je voudrais vous prendre l'exemple de Leclerc. Les centres Leclerc, certains centres Leclerc qui ont décidé d'afficher dès maintenant la ristourne des 18 centimes. Alors que normalement, ça ne devait commencer qu'à partir du 1er avril, parce que sinon il y a une rupture de concurrence. Est-ce que vous êtes dans ces cas-là plutôt du côté du consommateur et vous vous dites tant mieux, il y a certaines pompes à essence où ils vont déjà trouver l'essence à 18 centimes de moins, ou est-ce que vous êtes plutôt du côté des indépendants de l'essence qui disent non, pour nous c'est très injuste? Moi, je suis pour la transparence complète. Voilà, je l'ai dit et redit, mais je pense que c'est un objectif qu'il faut que tous ceux qui souffrent aujourd'hui, qui sont victimes de cette société, doivent avoir en ligne de mire, c'est l'abolition du secret des affaires. Qu'on sache exactement la réalité des comptabilités des groupes, la réalité de tous les contrats qu'ils passent avec leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, la réalité de tous les contrats de travail. Mais là, pardon, ma question était très concrète. Comment est-ce que le fait de lever le secret des affaires va aider l'infirmière qui doit faire son plein pour aller faire sa tournée? Parce que vous voyez, ça permettrait de faire le jour, de faire la lumière sur tous les calculs, les méfaits, les mensonges aussi de tous ceux qui finalement nous mènent par le bout du nez. Vous savez, vous avez parlé de Leclerc, mais Leclerc, comment fait-il ses marges? Ça, on devrait le savoir, parce qu'on sait qu'aussi Leclerc, de l'autre côté, en faisant beaucoup de publicité, en se répandant souvent sur les médias, on sait aussi que Leclerc fait la poche en fait des producteurs. Voilà, des producteurs, de ceux qui... Les négociations sont d'ailleurs en cours entre les producteurs, les industriels et la grande distribution. Les cultivateurs. Donc il faut qu'on lève le voile sur tout ça, qu'on voit qui se fait les marges. Écoutez, par où passent les surquis de l'argent? Je vous ai posé la question sur l'essence. Je vais vous la poser de manière encore plus concrète sur la baguette. La baguette à 29 centimes, ça a été un des marqueurs du début de cette campagne sur la question du pouvoir d'achat. On avait en effet toujours Leclerc qui disait nous on va faire la baguette à 29 centimes parce qu'on est du côté du pouvoir d'achat. Sauf que de l'autre côté, il y a des boulangers, il y a des producteurs de farine qui ont dit oui mais attendez, nous de notre côté, c'est une distorsion des prix. La question que je vous pose à nouveau, et j'aimerais bien que vous y répondiez, c'est vous êtes de quel côté? Mais moi, je suis contre ces lois capitalistes où les gros mangent toujours les plus petits, où c'est le règne du plus puissant, de celui qui a le portefeuille. Le gros, c'est toujours le méchant. Le plus épais. C'est celui qui est en capacité, en effet, d'imposer son pouvoir et son diktat sur tous les autres. Voilà, ça c'est d'une évidence. Et c'est comme ça, c'est le ressort profond de cette société capitaliste, vous savez. Le véritable pouvoir aujourd'hui, dans cette société capitaliste, il passe par les capitaux. Il passe par l'argent, évidemment. Donc, en effet, c'est le problème essentiel. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je me bats contre l'ensemble de ce système et de ces lois. Et vous savez, moi, quand j'entends qu'il faut une prime pour... on va avoir une petite ristourne, là, sur l'essence. Il y a 2 mois de cela, c'était le chèque de 100 €, le chèque énergie de Castex de 100 € versé. La prime inflation. Voilà. Je me dis, mais on va où là? Demain, on va avoir un chèque aussi pour aller acheter son café, sa bouteille de lait, sa baguette de pain. Mais on va où? Moi, je pense... C'est d'ailleurs l'une des propositions de Emmanuel Macron, candidat, qui parle d'un chèque alimentaire pour les foyers les plus modestes. Vous dites non à ce chèque alimentaire? Ça suffit. Voilà, les salariés, les travailleurs, ceux qui sont à la retraite mais qui ont bossé toute leur vie, ils ne demandent pas la charité, ils veulent pas l'aumône, ils veulent pouvoir vivre dignement de leur salaire. C'est la raison pour laquelle, c'est une question d'augmentation de salaire et de pension de retraite et d'allocation. Mais on le monte. Très clairement, moi je me pose pas je n'ai rien à voir avec tous ces candidats qui
voilà, distribuent leurs belles promesses là du haut de cette campagne. Je dis que tout ça, c'est un objectif de combat, c'est un objectif des luttes. Mais il faut bien réaliser que quand on appartient en effet au monde du travail, quand on est aide-soignante, ouvrier, technicien, enseignant, chauffeur, enfin bon, quand on appartient au monde du travail, pour se faire respecter, il y a que ça. Il faut se battre, il faut se battre, s'organiser collectivement. C'est un programme de lutte. Donc, de la dignité, c'est ça. Ça sera ce combat-là pour vivre de son travail. Si j'écoute ce que vous dites, Nathalie Arthaud, et vraiment dans ce question de confiance, j'ai envie que les gens puissent comprendre exactement et que le moment où ils auront face à eux tous les bulletins de vote, ils puissent choisir en conscience. Quand vous dites il faut augmenter les salaires, vous avez peut-être vu hier cet échange entre Emmanuel Macron et un passant à Dijon qui l'a interpellé en lui disant « Nous, on gagne 4 000 € dans notre foyer, ma femme et moi, et pour autant, avec 4 000 €, on est en train de devenir ce qu'il appelait des salariés pauvres. Il disait, le 5 du mois, quand tout est tombé, il nous reste 0. Est-ce que vous considérez, comme cet homme, qu'à 4 000 €, il est un salarié pauvre? Moi, je le dis depuis le début, parce qu'on a un peu fait, on a fait nos calculs, hein, c'est que 2 000 € net, c'est un minimum pour vivre sans être dans l'angoisse permanente. Donc vous pouvez comprendre son cri de détresse. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, de toute façon, il faut l'écouter. Et c'est ça aussi, moi, qui me révolte dans cette société. C'est que les travailleurs ne sont jamais écoutés. Moi, j'ai entendu, écoutez, vous avez vu le scandale du cabinet McKinsey. On a besoin d'experts pour savoir comment il faut, réorganiser l'éducation nationale, par exemple, supprimer des lits. Non, il n'y a pas besoin d'experts. Il faut écouter les salariés, ceux des hôpitaux, les enseignants. Et c'est vrai de partout. À McKinsey, pour le gouvernement, alors, pour l'Élysée, c'était parce qu'il ne savait pas écouter la population? Mais c'est parce qu'il veut pas écouter la population. Mais encore une fois, en tout cas, nous, travailleurs, il faut qu'on dise, c'est nous les experts. Voilà, c'est nous les experts. Nous savons comment faire tourner cette société. Nous savons comment faire le boulot. Donc voilà. Et c'est de dire, encore une fois, qu'il nous faut un minimum pour vivre. Et oui, les 2 000 €. Les 2 000 €, c'est ce qu'il faut pour ne pas se retrouver dans la catastrophe permanente parce que sa voiture est tombée en panne, on n'a pas d'argent. Et puis, parce qu'on est tombé malade et que donc on peut pas aller travailler quelques jours. Vous voyez? Donc 2 000 € net, ça doit être une perspective de lutte. Et j'entends beaucoup dire, oui, mais c'est pas possible, le patronat ne l'accordera jamais. Mais encore une fois, moi j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, nous n'avons pas à nous faire petits. Voilà, quand on travaille, nous sommes les essentiels dans cette société. Nous la faisons tourner. Donc nos intérêts doivent passer avant. Ils doivent passer avant les profits, ils doivent passer avant les dividendes, ils doivent passer avant les grandes fortunes de quelques-uns. C'est cette conviction-là qui doit absolument nous pousser justement. J'ai pas du mal à comprendre ce qui vous distingue d'un Philippe Poutou. Ah mais on a beaucoup de choses en commun, bien sûr, avec Philippe Poutou. Mais parce qu'il n'y a aucune raison, même à deux. Ah bon? Même à deux. Vous avez le même ennemi commun, le capitalisme. Vous êtes tous les deux des candidats de lutte. Vous êtes tous les deux du côté des travailleurs. Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous entendre? On s'entend et on se bat ensemble. Je peux vous dire, dès qu'il y a des grèves, dès qu'il y a des mouvements sociaux, etc. Maintenant, nous sommes deux organisations politiques différentes. Nous, Lutte ouvrière, nous voulons nous concentrer à construire une organisation à partir dans les entreprises et dans les quartiers. Et d'ailleurs, Philippe Poutou a lancé hier un appel à un 3e tour social. Voilà. Là, vous seriez avec lui? Ah mais de toute façon, nous sommes toujours ensemble. Dès qu'il s'agit, en effet, de réagir collectivement, de se battre et de s'organiser. Parce que nous sommes convaincus, et ça, je pense que c'est quelque chose que je partage avec Philippe Poutou, que les choses, elles changeront en effet par en bas. Vous savez, le président de la République, il n'a entre ses mains finalement que l'ombre du pouvoir. Il peut nous imposer de porter le masque, nous mettre une amende si on fait pas ci, si on fait pas ça, d'accord. Mais par exemple, obliger les laboratoires pharmaceutiques de mettre fin à leur brevet, ça, il ne le peut pas. Forcer Total d'arrêter de spéculer, ça, il le peut pas. Vous voyez, c'est-à-dire que la grande bourgeoisie, encore une fois, ce grand patronat, les grands actionnaires, les Bolloré, les Bouygues, enfin, la grande bourgeoisie, c'est elle, en réalité, qui tient les manettes. Nathalie Arthaud, on a parlé du pouvoir d'achat. Il y a une autre préoccupation pour les Français, c'est la question de la sécurité au sens large, sécurité et défense. Sécurité, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé en Corse, violence dans l'île. Est-ce que vous comprenez que les manifestants s'en soient pris à des CRS en leur reprochant notamment d'avoir chanté la Marseillaise au moment même où il y avait les obsèques d'Ivan Colonna? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne respecte pas les sentiments que peuvent éprouver aujourd'hui les Corses, et y compris ce sentiment national que pouvait incarner Ivan Colonna. Voilà, alors là, il y a eu ce drame, cet assassinat quand même, en prison, y compris qui a fait suite à tout un acharnement
un acharnement contre lui. Vous pensez au fait qu'il n'ait pas été autorisé à rejoindre l'île pour être emprisonné. Ce qui était une façon aussi de punir sa famille tout entière. Mais Nathalie Arthaud, ça veut dire que vous comprenez que les manifestants puissent cibler les CRS? Je pense que les CRS